Je suis Sylvie Ambroise. Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. La Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse a déposé son rapport final. Nous vous présentons les réactions face aux recommandations de la Commission Laurent. Voici les personnes d'organismes qui ont fait partie des témoins pour le chapitre 9 du rapport. La mise en œuvre de l'autodétermination en matière de protection de la jeunesse est indissociable du bien-être des enfants autochtones. Les recommandations de la Commission Laurent sont accueillies favorablement. Le chef de l'APNQL, Ghislain Picard, dit « Nous réitérons que nous n'accepterons jamais que nos droits soient subordonnés à ceux de notre peuple. Surtout qu'il est question ici de mieux-être de nos enfants, de nos jeunes et de nos familles. » Le vice-président de la Commission Laurent, André Lebon, dit qu'il existe deux voies pour atteindre cette autodétermination. La loi fédérale C-92 et la loi provinciale 37.5. Et nous, ce qu'on dit, c'est par quelle voie doivent-ils y aller? On n'a pas voulu se compromettre sur des modalités. On a voulu se compromettre sur un principe. Mais Québec fait présentement une contestation avec cette loi fédérale qui donnerait un contrôle entier sur la protection de sa jeunesse aux Autochtones. L'article 37.5 de la loi sur la protection de la jeunesse donne cependant des pouvoirs délégués. On doit rencontrer la table des grands chefs pour leur proposer pour travailler avec eux sur une plus grande autonomie au niveau de la protection de la jeunesse et des soins des jeunes également. La CSSSPNQL est un organisme responsable de planifier et de livrer des programmes de santé et de services sociaux, culturellement adaptés pour les Premières Nations. La directrice Marjolaine Sioui dit que la loi C-92 est un enjeu. On a quand même la loi fédérale qui est là, qui est en application depuis janvier 2020 et pour laquelle, on veut aussi que les intervenants soient formés au niveau des principes de la loi fédérale. Pour Femmes autochtones du Québec, la présidente accueille très favorablement les recommandations. Ce qui est bien, c'est que maintenant, c'est écrit noir sur blanc. Je pense que c'est bien quand même ces recommandations-là. Comme si des communautés maintenant veulent aller chercher la prise en charge de leurs services sociaux, ils peuvent s'appuyer sur ce que la Commission a fait comme travail. Pour la nation Atikamekw, le grand chef Constant Awashish dit qu'il est content qu'il y ait un chapitre sur les Autochtones, mais beaucoup de ces recommandations sont répétées. On connaît l'histoire, on connaît... Il y a eu beaucoup de commissions là, qui ont abordé la question des Premières Nations. Cette commission-là est beaucoup plus large. Là, ça aborde tous les enfants, autant québécois que Premières Nations. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y ait vraiment que les recommandations et qu'il y ait des mesures concrètes qui soient mises en place par le gouvernement. Nadine Volant, directrice des services sociaux de Inotoweguen, a apprécié beaucoup le rapport et ajoute que le projet de gouvernance doit être supporté avec Québec de tous ses secteurs. Même si on a des possibilités d'avoir des lois Premières Nations, on n'est pas seul sur une île déserte. Il va falloir avoir des collaborations, des corridors de collaboration avec la province, puisqu'il y a des services qui sont donnés aux populations qui doivent être donnés aussi aux enfants Premières Nations. L'enjeu de l'avenir de la loi C-92 au Québec devrait se statuer d'ici l'automne 2021. Sylvie Ambroise, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. La communauté Atikamekw de Manoan a été frappée par une tragédie. Un père et son fils ont perdu leur vie dans un accident de voiture. Jonas Dubé et son fils de 7 ans, Weko Dubé-Jacob, ont manqué à l'appel le 4 mai. C'est un couple de Manoan qui a trouvé la voiture renversée dans la rivière tout près d'un pont à une voie. Selon Paul-Émile Ottawa, chef de Manoan, cette route a fauché la vie d'une quarantaine de membres de sa communauté depuis 1973. C'est une route en gravelle de 86 km, dont 7 ponts à une voie à traverser. Tel que les devis techniques sont préparés, la fondation du chemin qui va être faite, il va être faite en fonction
d'un asphaltage éventuel. Fait que vers la 3e ou la 4e année des travaux qui vont débuter l'année prochaine, on dépose un dossier pour le pavage de la route. L'hiver dernier, une halte de chaleur a été installée pour les itinérants à proximité d'une station de métro à Montréal. Mais quand la halte a été enlevée, les itinérants, dont beaucoup sont autochtones, sont restés. Maintenant, il y a 2 pétitions, une leur demandant de partir et l'autre qui montre sa solidarité envers cette communauté itinérante. Un reportage de Shushan Bacon. La station Mont-Royal est un des arrêts de métro les plus achalandés de Montréal. Elle est une porte d'entrée d'un des quartiers les plus populaires de la ville, entourée de restaurants, de magasins, de chantiers de construction. Et récemment, un groupe d'itinérants ont mis certains résidents en colère. Voici ce dont les résidents se plaignent dans une pétition. Il y a des cris et des hurlements ponctués de jurons, de l'excès de consommation, des bagarres, des bouteilles de bière brisées, des gens qui font leurs besoins devant nous et devant nos enfants et de la violence. La pétition demande au maire du plateau Mont-Royal de trouver des solutions durables qui vont plus loin que de reléguer cette communauté dans un stationnement proche du métro. Mais ce n'est pas tout le monde qui est dérangé par ces itinérants. Ted Rutland mentionne que le groupe de citoyens dont il fait partie ont voulu montrer par une autre pétition leur considération envers ces personnes autochtones comme leurs voisins. On veut que les gens restent, on veut que les gens reçoivent les services dont ils ont besoin, mais définis de leur propre façon. Ils sont des experts sur leur propre vécu. Il ajoute que le bruit et l'énergie émanant du quartier font partie d'un style de vie choisi. Si on a fait le choix de vivre ici, on doit être capable d'engager avec les autres résidents du quartier. Et que ce soit un bar qui est très bruyant ou que ce soit des gens qui utilisent un espace public. Josefina Blanco, conseillère de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal, affirme être à l'écoute des citoyens, autant pour les résidents formels que les itinérants de ce quartier, pour une cohabitation harmonieuse. Il faut travailler avec les organismes communautaires et les différents partenaires institutionnels parce que on ne peut pas se cacher qu'avant tout, ce sont des responsabilités qui relèvent du provincial, la santé SUS. Présentement, la pétition en solidarité aux itinérants autochtones ont 10 fois plus de signatures que celles relatant des problèmes de salubrité. Et la Ville prévoit prochainement une rencontre citoyenne pour outiller les résidents aux réalités autochtones. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake, Québec. Au retour, on vous parle de la Grande Alliance. Il y a des cris qui sont mécontents. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cela fait un peu plus d'1 an que l'entente de la Grande Alliance entre les Cris et le Québec s'est signée. Un des projets miniers est en cours d'étude concernant Rose Lithium Tantal. 4 communautés Cris ont été consultées virtuellement par l'Agence d'évaluation d'impact Canada. Voici le reportage de Shushan Bacon. Voici Ernie Moses, un maître trappeur Cri d'Ismain, qui exprime ses préoccupations durant la consultation virtuelle par l'Agence d'évaluation d'impact Canada. Il vient d'apprendre qu'il ne pourra plus chasser l'orignal sur cette partie de son territoire pendant 30 ans. Ce territoire qui a été foulé par ses pas et ceux de ses ancêtres. Le projet de mine à ciel ouvert s'installe en plein sur son territoire de chasse. Mais c'est sûr que principalement pour M. Moses, il va avoir
pour la durée de la vie de la mine, il va y avoir une place où il pourrait plus poursuivre sa vie traditionnelle. Rose Lithium Tantal est en cours d'études auprès du fédéral et du provincial. Ismain, Nemaska, Waskaganish et Waswanipi ont été consultés virtuellement par l'Agence d'évaluation d'impact Canada à la mi-avril. Mais Pakeso Mukash, traducteur CRI lors des consultations, se pose la question à quel point ces consultations sont légitimes alors que les CRI étaient en pleine période de préparation pour la chasse à l'outarde. Si on fait une affaire virtuelle puis il y a 10 personnes, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a consulté le peuple? Fait que c'était une des questions. Puis même, il y a du monde qui ont demandé. C'est quoi le numéro magique? Quand est-ce que le fédéral et le provincial peuvent dire qu'ils ont consulté le peuple quand il y avait une douzaine de personnes? Mukash ajoute que parmi la population CRI, il y a des personnes mécontentes à propos des projets miniers, mais aussi de la Grande Alliance. Ça va nous permettre aussi de mettre en valeur l'énorme potentiel minier du nord du Québec, tout en préservant l'environnement. Lancé en 2020, le projet de la Grande Alliance de 4,7 milliards de dollars améliorera les infrastructures pour l'exploitation minière sur le territoire CRI. Il est actuellement dans la première phase d'une étude de faisabilité. Qu'est-ce que j'ai entendu, ça m'a tellement blessé, c'est que les trappeurs sont en train de perdre d'espoir. Il dit carrément, il n'y a personne qui nous écoute, il n'y a personne qui nous représente. On se fait maltraiter, puis on laisse ça aller. Jean-Paul Murdoch, négociateur pour le gouvernement de la nation CRI, affirme que chaque projet est une opportunité pour la population de participer à tous les niveaux concernant la protection de l'environnement ainsi que celui du développement. C'est sûr qu'il faut regarder tout le coffre d'outils pour protéger l'environnement. Il y a des lois puis des règlements du gouvernement de Québec qu'on utilise. Il y a même des lois puis des règlements du gouvernement fédéral. C'est pour ça, aujourd'hui, que ce projet-là passe au travers 2 processus d'évaluation, fédéral et provincial. Murdoch ajoute que les audiences publiques provinciales sont terminées, mais il est toujours possible d'envoyer des documents ou ses préoccupations à l'organisme COMEX. Les communautés ou des individus jusqu'au 13 juin, on peut y aller sur le site d'évaluation environnementale fédérale pour trouver, c'est relativement facile. Il reste quelques mois avant que l'Agence d'évaluation d'impact Canada soumette son rapport final au ministère de l'Environnement et du Changement climatique. Mais combien de temps reste-t-il au maître trappeur, Ernie Moses, pour profiter de la quiétude de son territoire de trappe? Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake, Québec. Les opposants au projet du pipeline Transmontaigne d'une valeur de plusieurs milliards ont récemment reçu l'aide de Dame Nature et d'un minuscule oiseau qui a forcé l'interruption temporaire du méga-projet. Un reportage de Tina House, narré en français par Simon Charland. Oh, Kaya George, qui est originaire de la nation Tsleil-Waututh, a grandi le long de l'Anse Burrard en observant le développement industriel de l'autre côté de la rive. C'est à cet endroit qu'1 million de barils d'huile de bitume seront chargés à bord de super pétroliers chaque jour, une fois que le projet de Pipeline Trans Mountain sera complété. Kaya George et d'autres membres de sa nation s'opposent au Pipeline Trans Mountain depuis le début. Selon eux, un déversement dans ces eaux est inévitable. I was taught that this inlet is our grandmother. It's our oldest grandmother, and we must do anything we can and everything we can to protect it. Mais les opposants viennent de recevoir l'aide d'un nouvel allié, le colibri, qui vient de provoquer l'interruption d'une partie des travaux associés à cet impressionnant projet. Sarah Ross et Donna Clark sont membres du Community Nest Finding Network. Après avoir appris que des équipes de construction rasaient un secteur où les colibris avaient l'habitude de faire leur nid, elles ont invité 2 agents de la Fonde à se rendre sur les lieux afin qu'ils puissent eux-mêmes constater la situation. I knew where she was nesting, and as we got close, we could hear the chainsaws, and we saw the tree fall, and all of us saw it. And that was when the wildlife officer said,
stop the work. And they did. The guy got on his walkie-talkie, stopped the work. The cutter came out. We walked right in there, and I was able to locate the broken branch on the ground, with the nest still attached. L'entreprise a reçu l'ordre de cesser les travaux dans le secteur jusqu'à la fin d'août, soit après la fin de la saison de nidification des colibris. Voici les propos de l'entreprise à ce sujet. L'ordonnance s'applique à un ensemble de travaux bien précis dans une zone représentant environ 1000 mètres de terrain privé. Trans Mountain ira de l'avant avec tous les travaux dans la zone de 1000 mètres qui ne sont pas assujettis aux restrictions de l'ordonnance. Donna Clark est heureuse d'avoir pu recourir à une loi fédérale pour provoquer une interruption temporaire du projet. A federal law, the Migratory Bird Convention Act, which it makes it against the law to destroy or disturb nests, including eggs, during nesting season. And of course, it's spring, it's nesting season. Eugene Kong a représenté de nombreuses nations autochtones qui s'opposent au projet devant les tribunaux. Any delays are going to cause some form of increase in cost. And of course, with every cost increase, the project falls further outside of the public interest. Hummingbirds represent good luck, and they represent what is to come. And I think in this situation, it's very clear of what is to come, and that's ultimately the defeat of the Trans Mountain Pipeline. Un reportage de Tina House, Nouvelle Nationale, Vancouver Nord. Après la pause, je vous présente une entrevue avec Pascal Descaries, coroner en chef qui vient discuter du fonctionnement de l'enquête publique sur le décès de Joyce Echaquan. Soyez là. Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Ce jeudi sera le début de l'enquête publique de Joyce Echaquan à Trois-Rivières. Les audiences se dérouleront du 13 au 2 juin et nous allons suivre ça de près. Voici Pascal Descaries, coroner en chef, pour nous parler en quoi consiste une enquête publique du coroner. Oui, bienvenue maître Pascal Descaries. Merci, Quay. Pourquoi fait-on des enquêtes publiques? À la fin, ça donne quoi? Pourquoi on a besoin de ça? En fait, la mission du coroner, c'est de rechercher, au moyen soit d'une investigation ou d'une enquête publique, les causes et les circonstances d'un décès qui est survenu dans un contexte obscur, violent ou dans un contexte de possible négligence. Donc, il y a deux moyens d'arriver à répondre à cette mission-là. C'est soit l'investigation, qui est un processus privé, un coroner qui essaie de comprendre les causes et circonstances d'un décès, ou l'enquête publique. Dans le cas du dossier de Mme Echaquan, on a choisi, en fait, la ministre de la Sécurité publique, Mme Guilbeault, m'a demandé d'ordonner une enquête publique. Ce que j'ai fait, j'ai ordonné une enquête publique. Et pourquoi l'enquête publique? C'est que c'est un processus qui, le mot le dit, est public, qui permet d'établir vraiment clairement les causes et les circonstances dans un forum public avec l'accès à la population en temps réel, aux échanges, avec l'accès aux journalistes, bien sûr, qui peuvent relayer les messages à la population. Donc, on pense que c'est un dossier qui méritait cette attention publique. Ça permet également d'entendre des témoins, de les interroger, d'avoir vraiment leur version des faits sous l'œil public des médias et de la population. Qui sont les personnes qui témoignent à ces audiences d'enquête? En fait, c'est la coroner enquêteur, qui est maître Jeanne Kamel, qui, elle, est assistée de deux procureurs, maître Dave Kimpton et maître Julie Roberge. Ce sont eux qui déterminent qui ils doivent entendre, qui ils souhaitent entendre lors de cette enquête-là, toujours dans l'optique de rechercher la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils ont établi une liste de personnes qu'ils souhaitent entendre pour venir témoigner devant eux, devant elles. Donc, ce sont des personnes du réseau de la santé, des personnes qui ont eu un accès direct aux soins. Ce sont aussi des parties qu'on appelle intéressées. Donc, une personne peut se présenter devant la coroner et dire « Moi, je souhaite avoir le statut d'une personne intéressée pour pouvoir
participer aux échanges, interroger les témoins, contre-interroger les témoins. Alors, c'est comme ça que la coroner détermine là, qui est pertinent pour qu'elle puisse bien comprendre ce qui s'est passé. C'est toujours ça le but recherché. La recherche de la vérité, comprendre ce qui s'est passé. Combien de temps prendra tout le processus de l'enquête de Joyce Echaquan et qu'est-ce qui se passera par la suite? C'est sûr que là, la coroner et son équipe d'enquête vont analyser toute la preuve, tous les témoignages qui auront été entendus et va travailler à la rédaction de son rapport qui visera à établir justement les causes précises et les circonstances précises de ce décès pour rapporter ça dans un rapport à l'issue de tout ça qui, on l'espère, va être rendu public rapidement après les audiences. Mais je n'ai pas de délai à vous dire à ce moment-ci, mais le plus rapidement possible. Si le coroner fait des recommandations, de quelle façon votre bureau doit-il assurer qu'elles seront suivies? En fait, une recommandation, par définition, c'est jamais, c'est pas une décision d'un tribunal. Ce n'est pas, la personne qui reçoit la recommandation n'est pas contrainte à y donner suite. Ça, c'est la définition d'une recommandation. C'est le pouvoir que les coroners ont. Par contre, bien entendu, on souhaite que nos recommandations soient entendues, qu'elles soient suivies et qu'il y ait des suites concrètes qui y soient données. Donc, on a la possibilité de faire des suivis, des rappels auprès des destinataires des recommandations pour s'assurer qu'il y aura bel et bien une écoute attentive et des actions concrètes pour que ces recommandations prennent vie et qu'elles puissent avoir leur objectif. L'objectif ultime, c'est de protéger la vie humaine, c'est d'éviter des décès dans des circonstances similaires dans le futur. Votre bureau a créé récemment un comité sur la mortalité dans les communautés autochtones. Pourquoi? Donc, on a déjà, par exemple, un comité d'examen des décès d'enfants qui fonctionne, qui est en marche avec différents collaborateurs, partenaires qui se réunissent pour analyser des cas de décès d'enfants et pour comprendre ce qui s'est passé, faire des constats et formuler des recommandations aussi pour que de tels décès ne surviennent pas dans le futur. On a un comité d'examen des décès liés à la violence conjugale et on a créé également ce comité sur la mortalité autochtone et inuit. On trouvait que c'était important d'établir des ponts avec les différentes communautés autochtones et inuites. Ces communautés ont des besoins spécifiques, une réalité culturelle qui fait en sorte qu'on doit aller à leur rencontre, on doit mieux comprendre ce qu'ils vivent et mieux adapter les services que l'on rend comme coroner et comme bureau du coroner à ces membres de la communauté. Donc, le but, c'est vraiment d'établir un dialogue, de faire comprendre quelle est notre mission et de mieux comprendre les besoins des communautés pour que nos services soient encore mieux adaptés pour répondre à leur situation particulière, à leur réalité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Continuez de vous protéger, et ce, même si vous êtes vacciné. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.